très heureux d'être là avec vous ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon, il faut que je me chauffe un petit peu aussi. Je m'appelle Léo Dalen et je produis donc un podcast depuis quelques années où j'aime partager ma passion à propos des environnements plus sains au travail. D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui sont là-bas. Est-ce que vous pouvez peut-être vous asseoir, ça va être un petit peu long, sinon il y a de la place vers là-bas. Tant qu'à faire, ça va être plus sympa pour vous. Il y a aussi une place ici. Quelques places ici. Pas de souci. Donc voilà, j'ai renommé le titre de ma keynote en fait, parce que quand on prépare une keynote, c'est un format un petit peu particulier. C'est un moment où on peut se permettre un peu plus de choses, donc j'essaie de me permettre plus de choses et je vais vous parler de ce que je voulais parler à l'origine, mais j'essaie un petit peu de tirer le fil un peu plus loin, d'où le changement de titre sur l'agilité comme un cheval de Troie. Ça c'est le pitch, voilà, c'est que pour mettre un petit peu de contexte. Avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe d'organisation. Je sais que c'est beaucoup de travail d'organiser un AG Tour et on est très chanceux de les avoir. On ne se rend pas trop compte dans la communauté la chance qu'on a d'avoir des événements qui sont quasiment gratuits. On ne paye vraiment pas grand-chose par rapport à la valeur qu'on reçoit. Donc merci infiniment, je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Bref, ça c'était l'intro. Et cette keynote, elle commence en fait dans une autre conférence, en août, à Agile Lead Europe, qui est une de mes conférences préférées. C'est un forum ouvert qui bouge en Europe de ville en ville. L'année prochaine, ça sera à Vilnius, par exemple. Je vous invite à venir faire un tour, c'est une conférence aussi fantastique. Et bref, c'est un forum ouvert, un format que j'adore. Et souvent, j'y vais en fait en tant que participant. Je ne veux pas proposer des trucs, préparer des trucs à l'avance. Après, le forum ouvert, si vous ne connaissez pas le format, les participants créent en fait la conférence pendant la journée. Et dans les deux éditions précédentes, c'était à Porto et à Zurich, j'y allais vraiment en tant que participant parce que personne ne me connaît, parce que c'est en anglais, c'est à travers l'Europe, et comme ça, je peux profiter un peu différemment. Non pas que je sois spécialement connu, mais en tout cas, il y a quand même une différence par rapport à la francophonie. Et bref, donc c'était en août. Et je voulais pas proposer de trucs, je voulais vraiment me laisser aller en fait avec le mouvement de la conférence, l'énergie de l'open space, parce que c'est un format qui m'inspire beaucoup. Mais le vendredi, j'avais quand même un truc à partager, et donc je suis allé pitcher comme ça, devant tout le monde, sans avoir rien préparé, en disant j'ai envie de parler about slowing down. Donc sur le ralentissement quelque part. Donc, ça c'est moi quand j'ai un short et ma moustache. Et donc, je pose la question aux gens qui étaient là, on était quand même un certain nombre, j'étais surpris parce que voilà, je ne m'attendais pas à autant de monde. Et donc, je pose la question, qu'est-ce qu'on précipite dans nos vies? Qu'est-ce qu'on rush dans nos vies? Qu'est-ce qu'on fait trop vite dans nos vies? Question assez bête, donc c'est le TRIS de Liberating Structures, donc poser une question inverse pour un petit peu sortir des trucs intéressants. Et on se retrouve à remplir plein de choses, que ça soit professionnel, on sprint, par exemple. On court beaucoup, je vois beaucoup de clients et de collègues qui sautent de meeting en meeting, et ça se voit sur leur tête à la fin de la journée que ça devient un petit peu rouge. Des têtes, et on voit bien aussi que les décisions et les discussions sont un petit peu moins productives et positives, parce qu'en fait on est cramé quoi, tout simplement. On saute de projet en projet, bref, vous avez compris où je veux en venir. Mais c'est pas que aussi dans le monde professionnel, c'est aussi dans la sphère personnelle. En fait, on a beaucoup de choses qu'on fait autour de nous qu'on fait trop vite. Moi, personnellement, je parle trop vite. Peut-être que vous avez remarqué. Il faut que j'arrive à me calmer. Mais c'est normal aussi. Maintenant, on a plein d'opportunités de faire des choses beaucoup trop vite. Et c'est quelque chose qui est très inhérent à notre société. Je vous parle juste du tableau, vous avez compris. C'est dans la société dans laquelle on vit. Et elle est comme ça, et je ne dis pas qu'on peut la changer comme ça un tour de main, mais en tout cas, ça paraît un postulat assez valide à mon sens. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire là-dedans? C'était l'idée principale. Vous voyez, comme je l'ai montré. Et je trouve ça assez marrant qu'on se retrouve à Lausanne, en fait, parce qu'on est sur la ville de l'Olympisme, et on a plus vite, plus haut, plus fort en latin, où il y a vraiment cette mentalité-là de on y va plus vite, on y va plus fort, on va travailler plus, on va faire plus de projets, on va avoir plus de rôles, on va faire plus de choses, on va aller à plus d'événements, on va voir plus de gens, etc., etc. Comme je disais,
Il y a beaucoup de choses qu'on fait trop vite, et souvent, ce que je retrouve dans les organisations ou les personnes que je coach, les raisons pour lesquelles on passe à l'agilité, vous voyez là, 64%, Accelerate Software Delivery, et après, si vous lisez vite fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la vitesse, à l'efficience, à aller plus vite. Alors que, dans le manifeste écrit par les 17 en 2001, il n'y a pas le mot vitesse, il n'y a pas le mot efficience. Ce n'était pas l'intention des 17 personnes qui, à Snowbird, aux États-Unis, ont écrit le manifeste. À l'origine, c'était plutôt pour ralentir. À l'origine, c'était des développeurs qui en avaient marre de travailler le soir, le week-end, pour rattraper des échéances qu'ils avaient subies, qu'on leur avait données. Donc l'intention, une des intentions, parce qu'il y en avait plusieurs, c'était surtout de ralentir, c'était surtout de dire, en fait, si je prends la première version du manifeste sur les relations humaines, c'est plus rapide de t'envoyer un message sur Slack que sur Teams ou un email. C'est un peu plus long. Vas-y, on va se parler, on va créer un échange. J'aurais tendance à penser que sur le côté coach des valeurs du manifeste, on est plus sur le ralentissement, juste plus sur prendre le temps. C'est ce qu'on fait lorsqu'on va faire un daily, si on fait du Scrum, pardon, si on fait une rétrospective. On s'arrête, on ralentit, on se pose des questions. Et quand je coach des équipes dans diverses organisations, j'observe que c'est ça vraiment, cette volonté d'aller plus vite, de se dire ok, comment est-ce qu'on peut rendre le meeting encore plus court, comment est-ce qu'on peut accélérer la livraison, comment est-ce qu'on peut livrer encore plus de features. Ce qui est assez marrant, c'est que quand on fait ça, on est vraiment dans la mentalité du, comme je disais, de la vitesse, aussi du toujours plus. Voilà, accélérer, tout ça, c'est marrant que le bouquin de référence sur DevOps s'appelle Accélérer. Aussi, toujours plus, c'est assez marrant aussi de voir l'influence aussi sur des personnages connus que j'aime bien aussi par ailleurs, mais qui finalement partagent beaucoup l'idée autour de ça, autour de la vitesse, autour du hustle. Et ça me faisait penser à Wall-E. Alors je ne sais pas si vous voyez Wall-E, il est un petit peu antique. Il est là. C'est mon film préféré, Wall-E. Quand il est sorti, je suis allé le voir 2 fois tout seul au cinéma. Et c'est vraiment ça, quoi. On est une course sans fin, en fait. On est un petit peu comme des hamsters, un petit peu perdus dans notre roue, à courir sans fin, sans but. Voilà, on est tous très occupés. C'est l'excuse principale pour ne pas faire des trucs. C'est quelque chose d'autre à faire, les piscines. Et aujourd'hui, ce qui est l'exemple qui est vraiment très récent, quoi, c'est Elon Musk qui rachète Twitter pour 44 milliards et qui met en place, alors c'est pas très grand, mais c'est marqué, qu'on va être un environnement de travail extremely hardcore. C'est vraiment ça qu'il a dit, soit vous êtes d'accord avec ça pour sacrifier votre vie, pour travailler pour moi, pour que je puisse me rembourser sur les 44 milliards que j'ai mis dans la boîte, soit vous vous cassez, quoi. C'est ça qu'il a mis en place Elon Musk. Par ailleurs, j'étais un grand fan d'Elon Musk il y a longtemps, c'est plus le cas, vous l'avez compris. Il a fait plein de super trucs, mais c'est clair que j'ai des amis même qui travaillent, par exemple, sur SpaceX. Alors c'est génial, il y a une mission fantastique, par contre, c'est sûr qu'ils n'ont plus de vie. Enfin, leur vie, c'est le travail. Bref, toute cette mentalité voilà, d'en faire toujours plus, work hard, play harder, de go hard or go home, ce genre d'incantation toxique. On va se détruire la tête, on va finir la journée, on va être cravé et on va être content. Tout ça, toute cette mentalité, moi j'aime bien ce que dit Gunther Verheyen, dont j'ai co-traduit le bouquin, d'ailleurs Nejma l'a relu, merci infiniment. D'ailleurs je ne vous conseille pas de traduire un bouquin, c'est beaucoup trop de travail, ne faites jamais ça. Pour le coup c'était beaucoup de toxicité quelque part pour arriver à le terminer. Et bref, ce bouquin, voilà, bref, moi je l'ai co-traduit, mais achetez-le en anglais sinon, ça m'est complètement égal. Mais c'est surtout qu'il parle en fait, ce que je trouve intéressant, même si le bouquin c'est comme un kit de poche, je vais arrêter de scroller n'importe comment. Là c'est intéressant, Gunther Verheyen, c'est qu'en fait, il fait la comparaison entre ce qu'il appelle le paradigme industriel et le paradigme agile. Qui se dit en fait, d'où est-ce que ça vient, ces pratiques de toujours en faire plus, de rajouter toujours des features dans des produits en fait, qui servent à rien, des features qui servent à rien. Souvent dans mon podcast, je prends l'exemple de Facebook. En fait, moi, je ne comprends plus rien ce que c'est Facebook à l'origine. Il y avait quelque chose qui avait du sens, mais maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Et donc, d'être toujours dans ce toujours plus, et Gunther, en fait, il dit c'est beaucoup les croyances industrielles. Alors, il explique dans le premier chapitre, c'est le premier chapitre qui est fantastique, et moi, je le conseillerais vraiment à tout le monde de lire. Et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, il ne compare pas vraiment, enfin, il compare dans les textes,
dans le texte, et là je me rends compte que j'ai trouvé. C'est bon. Voilà. Et donc je voulais tirer un petit peu le fil de ça, parce que en traduisant le bouquin, vous rentrez vraiment très précisément dans le bouquin, c'est dans votre tête pendant 6 mois, pendant 1 an. Et à un moment donné, c'est quoi l'idée d'après en fait? Comment est-ce que je peux tirer le fil un peu plus loin? Donc là, je vous ai fait un grand tableau qui ne rend pas très bien sur Notion, je suis désolé, mais qui décrit un petit peu l'état d'esprit ou les croyances industrielles, sans dire que c'est mal ou c'est bien, hein, c'est juste ce que c'est en tout cas, essayer de tirer une comparaison. Avec dans le travail industriel, un travail plutôt manuel, d'ailleurs je ne compare pas la valeur d'un travail manuel industriel, pour moi c'est la même valeur. Mais toujours est-il que dans un contexte industriel, on crée plusieurs fois le même produit, le besoin d'innovation est faible, on cherche l'efficience, on peut chercher l'efficience parce qu'on fait plusieurs fois la même chose. Alors que dans nos équipes, les produits qu'on crée sont uniques. Donc chercher absolument l'efficience sur quelque chose qu'on fait pour la première fois, pas forcément une bonne stratégie. Les dirigeants poussent contrôle, Elon Musk, s'attendent à ce que les employés travaillent X heures par jour, parce que vu que je pense en tant qu'efficience, je veux plus de temps, parce que je pense qu'il y a une corrélation entre les deux, entre ce que je fais en entrée et ce qui est en sortie. Les humains sont méprisés, managés, poussés jusqu'à l'épuisement. D'ailleurs, pour les personnes qui ont fait malheureusement un burn-out, j'en connais un certain nombre, elles sont toutes beaucoup plus conscientes en fait, de leur énergie et de faire attention à se protéger d'abord. C'est souvent de belles inspirations. Le but des personnes, c'est de survivre, parce que du coup, on est dans un contexte, on fait « Ok, bon, il faut que j'arrive à sauver mon job, hein, j'ai des factures à payer, en vrai. Donc je vais éviter les erreurs, je vais rester discret. » Ce qui ne va pas, évidemment, encourager l'autogestion et le fait de proposer des idées et d'être innovant. L'organisation est vue comme une machine. L'objectif, c'est de maximiser le profit pour les détenteurs du capital, et ce, à court terme. C'est exactement ce que fait Elon Musk, hein. Il a mis 44 milliards. L'impact de l'organisation sur le monde extérieur est négligé. Et d'ailleurs aussi, finalement, c'est aussi l'impact de l'organisation sur les personnes qui constituent l'organisation. A contrario, donc là je tire encore un petit peu le fil de Gunther, dans un paradigme agile, le travail est un peu plus intellectuel, mais après on pourrait prendre plein de bonnes idées du paradigme agile aussi dans plein d'autres contextes, évidemment. J'ai parlé du produit unique, le besoin d'innovation, évidemment, la qualité, l'efficacité, pas l'efficience. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être efficient à minimum, quand même. Mais en tout cas, d'abord chercher l'efficacité. Les dirigeants prennent soin, supportent, enlèvent les obstacles, sont empathiques. Les humains sont autogérés. On les considère comme des personnes intelligentes, responsables. Vous êtes déjà autogérés, vous êtes déjà intelligents. Vous organisez vos vacances. Pas besoin de vous dire comment vous organisez. Vous êtes brillants déjà. Le but des personnes, c'est de contribuer au progrès vers la raison d'être de l'organisation. L'organisation est vue comme un organisme vivant, ça bouge, on ne cherche pas à contrôler, on fait confiance, on met des objectifs. Là, je parle du The New Product Development Game, de l'article de HBR de 86, que je vous conseille fortement de lire aussi, si vous ne l'avez pas lu déjà. L'objectif, c'est de maximiser la valeur pour les utilisateurs à long terme. Donc on a vraiment une différence entre le capital et le fait de valoriser les actionnaires par rapport aux utilisateurs. Et l'impact de l'organisation est intégré dans toute l'organisation, qui devient régénératrice. Je pourrais aller encore plus loin, j'avais une longue liste, mais il fallait que ça rentre sur la page. Et voilà, c'est juste histoire de sentir un petit peu une différence entre deux paradigmes un peu différents. Et moi j'ai l'impression, dans tout cas ce que je fais depuis une dizaine d'années autour de l'agilité, c'est vraiment j'essaie de faire plutôt le truc à droite, et plutôt de sortir un peu du truc à gauche. Alors c'est en voyage, hein, je ne dis pas qu'on va y arriver en 5 minutes, mais peut-être que ça peut nous inspirer. Et là, c'est là où le bouquin de Gunther, il me laissait un petit peu sur ma faim, même si je l'adore. Et je me suis dit, mais d'où ça vient en fait ces croyances industrielles? C'est dans le nom, ça vient de la révolution industrielle. Donc là, on va revenir encore plus en arrière, avec le fait qu'on soit influencé par les pratiques industrielles. Le fait que, à l'origine, la révolution industrielle prend racine dans le capitalisme. C'était ça l'éléphant au milieu de la pièce que j'avais envie de nommer, sans dire que c'est mal ou c'est bien, ça a plein de vertus aussi. Hein. Mais toujours est-il que ce qu'a défini Milton Friedman dans les années 60-70, qui a amené, par exemple, Jack Welch, que vous voyez à droite, qui était le patron de General Electric et qui utilisait les humains comme variable d'ajustement pour valider les profits. Donc l'idée, c'était qu'il y avait la direction qui mettait les objectifs au début de l'année. Tout le monde était dans sa roue, essayait de sortir, de survivre et d'arriver à sortir quelque chose de bien.
Et peu importe si on arrivait à rencontrer les échéances ou les objectifs, il y avait des centaines et des milliers de personnes qui se faisaient virer. Donc ça a lancé la bonne dans les années 70, 80, 90, et encore aujourd'hui avec Twitter, avec des milliers de gens qui sont sacrifiés parce qu'en fait, il y a un actionnaire qui veut retrouver ses billes. Mais à l'origine, donc, c'est beaucoup Milton Friedman qui a défini ça. Hein. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut penser, hein, mais en tout cas, c'est lui qui l'a dit dans son bouquin de 62, La responsabilité sociale de l'entreprise est d'augmenter les bénéfices. Donc vraiment, cette pensée de, ok, ça devrait juste à propos des profits. Le truc intéressant, c'est pas moi qui ai découvert, hein, c'est Simon Sinek dans son dernier bouquin, The Infinite Game, c'est que c'était pas du tout ça, à l'origine, le capitalisme. C'était pas du tout l'objectif. À l'origine, si je reviens encore plus loin au XVIIIe siècle, Adam Smith, qui est le père de l'économie moderne, il définit en fait le capitalisme plus comme étant de la création de valeur. Voilà, la consommation est la seule fin et le seul but de toute production, et l'intérêt du producteur ne doit être pris en compte que dans la mesure où il peut être nécessaire pour promouvoir celui du consommateur. En gros, il dit, c'est à propos de valeur, et tout ce qui est dans l'organisation devrait servir la génération de valeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a un petit peu oublié. Et du coup, on a renversé le problème et on a essayé de créer de la valeur d'abord pour les actionnaires. Donc en tirant tous ces fils-là, après, on peut ne pas être d'accord, hein, moi je trouve que ça a du sens. C'est beaucoup ce que dit, donc, comme je le disais, Simon Sinek dans The Infinite Game, où il dit que lorsqu'il est bien fait, le capitalisme considère le bien-être des êtres humains. Et moi, ça sonne très agile, finalement. Le fait de penser d'abord aux humains. Il y a même Henry Ford qu'on ne peut pas, considérer comme un anticapitaliste, qui dit qu'une entreprise qui ne fait rien d'autre que de l'argent est une entreprise qui n'a rien. Et là, j'ai envie de revenir à Gunther encore une fois, parce que j'y reviens souvent. C'est la manière dont il définit l'agilité. Vu qu'il n'y a pas de définition précise, vu que le manifeste, en fait, une phrase d'intro, enfin, un nom, une phrase d'intro, des valeurs, des principes, un historique. Allez lire l'historique aussi, c'est super intéressant. Il observe ça et il dit, ok, à quoi ça ressemble en fait vu de l'extérieur. Et il dit, c'est d'abord centré sur l'humain, c'est le premier point qu'il met. Alors, processus itératif incrémental, je pense qu'on a tous compris, je ne vais pas vous en faire le sujet, quoi. Puis de toute façon, il y aura plein de sessions si vous voulez creuser le principe. Et la valeur comme mesure de succès, donc, dont je parlais chez Adam Smith. Du coup, je me dis, en fait, c'est intéressant, il y a un truc marrant, parce que quand je me retourne sur les organisations qui se sont mises à l'agilité, quand on a vraiment fait de la vraie agilité, lorsque vraiment on fait confiance aux personnes, lorsqu'on les respecte, bah, ça se passe mieux, on livre plus de trucs, on s'éclate, alors on livre plus de trucs, mais pas dans le sens parce qu'on veut en livrer plus, parce que c'est naturel, parce que la vitesse c'est une conséquence, c'est pas un objectif en soi. Bref, ça se passe bien, et c'est compliqué pour des gens qui ont vécu de la vraie agilité, de revenir aux pratiques industrielles et dire ok, en fait, voilà, je vais juste faire ce qu'on me dit, je vais juste rester dans ma roue du hamster, et la collaboration, bon, c'était cool, mais malheureusement ça n'arrivera plus dans mon nouveau projet. C'est ce que j'ai vu arriver chez un ami à moi quand j'habitais encore au Canada. On travaillait ensemble, on s'éclatait. C'était vraiment une équipe de rêve. Et c'était un consultant, et le projet s'est terminé. Et ensuite, il a travaillé dans une autre équipe, où c'était plutôt des croyances industrielles. Donc j'ai vu mon ami qui était dans le cubicule à côté, qui, pas en 24 heures, mais en 2-3 jours, clairement, physiquement, ça avait changé. On voyait bien que voilà, on le considérait comme une ressource, on ne le respectait pas. Et du coup, il se comportait comme ça, et puis voilà, il faisait les heures, il travaillait bien, il essayait de tourner le plus vite possible dans sa roue, mais fondamentalement, il avait perdu beaucoup de plaisir à venir au travail. Donc c'est la raison d'être, moi, pourquoi est-ce que je suis là devant vous, pourquoi je fais des épisodes de podcast et d'autres choses, c'est surtout lié à ça. Quoi. Donc finalement, ce que je voulais vous amener, c'est que, on en parlait aussi dans le meet-up un petit peu hier, et puis si vous connaissez mon podcast, vous savez que c'est un petit peu ma marotte, quoi. Mais centré sur l'humain, c'est quelque chose que je ne vois pas suffisamment, même dans les agiteurs en général. Itératif incrémental, je ne dis pas que c'est facile, mais bon, c'est plus outil quand même un petit peu, il y a des pratiques qui sont clairement identifiées. La valeur comme mesure du succès aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur la valeur, mais centré sur l'humain, il y a des sessions aujourd'hui là-dessus, mais je pense qu'on pourrait vraiment remettre une barre vers, ok, à l'origine, les auteurs du manifeste, ils en avaient marre qu'on les utilise pour développer des trucs qui ne servaient à rien. Du coup, ils se sont dit, on va remettre un petit peu l'église au centre du village et on va essayer de créer de bons environnements pour les gens pour travailler.
C'est un petit peu ce que fait Bob Chapman, c'est une grande boîte aux États-Unis, j'ai oublié le nom là. Mais bref, c'est marqué en dessous là, CEO of Barry Ware Miller, peu importe le nom de la boîte, c'est une très très grosse boîte, des dizaines de milliers de personnes. Lui, pour vous donner un exemple, une de ses métriques principales, c'est le nombre de gens qui divorcent dans sa boîte. En fait, il s'intéresse à comment est-ce que la vie au travail, parce que si on y passe 8 heures par jour, ça va beaucoup nous influencer dans notre quotidien. Et du coup, il se pose la question, si je vois qu'il y a un taux de divorce qui augmente beaucoup, ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être des trucs qui ne se passent pas très bien au travail. Après, il faut avoir d'autres métriques, mais je trouve juste l'idée intéressante de se poser la question, comment est-ce qu'on peut être plus responsable de l'impact qu'on a sur la vie des gens. Je ne sais pas du tout où on fait au niveau du temps. Quelqu'un peut me dire 42. Ok, c'est bon. C'est un peu ce que disent cette idée-là, c'est de renverser la pyramide. Friedman, il nous disait les shareholders, les actionnaires d'abord. Et en fait, non, ce qui marche mieux, et puis il y a même de la science là-dessus, les entreprises dans lesquelles on fait confiance aux personnes, en fait, elles sont plus performantes, elles durent plus longtemps, elles sont plus stables, les gens restent plus longtemps, c'est vraiment très bateau, hein, vous n'êtes pas surpris. Et pourtant, on est tellement influencé par cet état d'esprit du capitalisme sauvage, brutal, qu'on se laisse faire quelque part. Et on oublie que finalement, quand on met les employés d'abord, en fait, ça se passe beaucoup mieux. Et c'est beaucoup ce qu'on fait, évidemment, en tant que ville. Autre tableau, pour conclure, entre guillemets, dans une entreprise capitaliste sauvage, on va avoir le paradigme, il est plutôt industriel. L'objectif, c'est le profit. On y cherche à satisfaire d'abord les actionnaires, le pouvoir reste concentré, l'organisation est égoïste, destructrice. Dans une entreprise capitaliste responsable, toujours capitaliste, mais responsable, le paradigme est agile, la mission, c'est l'objectif, via la création de valeur, on cherche à satisfaire les salariés d'abord. Le pouvoir est décentralisé, on fait beaucoup ça dans l'agilité, on a les gens qui savent en fait ce qu'ils devraient décider, c'est pas très compliqué en vrai. Et l'organisation est holistique, régénératrice. Et quand je dis ça, je pense à mon grand-père. Mon grand-père, il est mort dans une maison de retraite Orpea, au début de la pandémie. Je ne sais pas si vous avez vu en France ce scandale avec le bouquin Les Fossoyeurs, où c'était clairement ça, quoi. C'était l'objectif industriel de tout sacrifier, même les personnes âgées qui sont en fin de vie, et qu'on va rationner parce que ça coûte moins cher. Et il y avait des discussions, je pense que ça n'arrivera jamais, mais pour transformer Orpea en organisation à mission, en entreprise à mission. Et vu que c'est pas dans les gènes du truc, ça ne marchera pas, donc peut-être à mon sens, je leur souhaite que ça marche, que finalement ils respectent les gens, et pas juste leurs clients quelque part, mais aussi les personnes qui travaillent dedans, parce que c'était aussi horrible pour ces personnes-là. Bref, je trouve cet exemple un peu parlant. Puis je voulais pas mon grand-père. Et bref, pour arriver tranquillement à la fin, il y a eu des discussions pour mettre à jour la devise olympique, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était plus haut, plus vite, plus fort. Et en fait, ils ont rajouté ça en latin, communitaire, je crois que c'est dit comme ça veut dire ensemble. C'est cette idée que c'est bien beau qu'on aille plus vite, plus haut, plus fort, mais n'oublions pas qu'en fait, l'idée c'est quand même d'avoir des pays qui se rassemblent, on n'est pas en train de se faire la guerre, et on essaie un petit peu plus d'être conscient de l'impact qu'on a au quotidien dans nos organisations. À la fois les personnes qui font le travail, qui le reçoivent, et aussi les actionnaires. En soi, le mécanisme capitaliste, c'est intéressant pour créer de la valeur, pour réinvestir, pour, par exemple, si je dérive encore plus loin dans le changement climatique, comment est-ce qu'on va faire pour recréer encore plus d'organisations vertueuses. Mais fondamentalement, il ne faut pas qu'on oublie que c'est d'abord les personnes dans l'organisation dont on devrait prendre soin à la fin. Bref, cette keynote, c'était pour vous inviter à peut-être se rendre compte dans quelle roue du hamster est-ce que vous courez. C'est qui possède l'entreprise dans laquelle vous travaillez? C'est quoi vraiment l'objectif? Est-ce que c'est le bien-être des salariés, les clients, les actionnaires? C'est des questions que je pose dans l'entretien. Si c'est pas clair, c'est qui a les actions? C'est qui décide? C'est qui la gouvernance? Je vais aller jusqu'à vraiment comprendre, ok d'accord, c'est qui cette personne-là qui possède, mettons, s'il y a une personne qui possède la boîte, c'est qui ces valeurs? Est-ce que je peux la trouver sur Internet? Et peut-être aussi dans toutes les discussions qu'on a vues, j'ai oublié de mentionner d'ailleurs avec la pandémie, on a été beaucoup à se rendre compte que travailler autant de temps, passer autant de temps dans les transports pour créer pas ou peu de valeur, c'est pas hyper intéressant. Du coup, se poser la question, peut-être avoir encore plus d'ambition de se dire non, on veut vraiment créer de meilleures conditions de travail, on va arrêter de penser efficience, on va plutôt se dire en fait, il y a même de la recherche qui prouve que travailler 4 jours par semaine avec le même heure, le même salaire, en fait, ça marche mieux, parce que c'est pas parce qu'on travaille plus qu'on va être plus efficace, ou plus efficient, encore moins.
Peut-être que ça pourrait être une inspiration pour oser encore plus améliorer nos conditions de travail, sans qu'elles soient dramatiques. On n'est plus quand même dans la révolution industrielle, on vit dans un monde quand même. En tout cas, en Suisse et dans le monde développé, entre guillemets, qui est quand même pas si pire, mais qu'on ait l'ambition quand même de faire encore mieux, parce qu'on est capable de le faire. Et je pense qu'en tant qu'agiliste, vu qu'on crée des environnements, souvent des bulles d'agilité où les gens peuvent ressentir ça, peut avoir cette ambition d'aller encore un peu plus loin, de se dire ok, c'est quoi la raison d'être de l'entreprise, et d'aller encore plus loin dans ce voyage finalement. Et c'est pour ça que le titre de la conférence, l'agilité comme cheval de Troie, parce que j'ai observé que des équipes qui passaient à ça, ont ressenti ça, étaient respectées, avaient encore plus d'inspiration pour aller encore plus loin. Voilà, ça c'est pour le feedback, je pense, parce que je vais prendre une photo maintenant. Je vais réenregistrer cet épisode dans mon podcast demain. Donc voilà, les épisodes ça ressemble à ça, je blabate un petit peu tout seul, j'espère que c'est intéressant. Il y a des gens qui disent que c'est intéressant. Et n'hésitez pas à partager du feedback, je voulais tirer un petit peu le fil là-dessus, j'espère que ça vous a inspiré. Je vous souhaite une excellente journée, merci infiniment de m'avoir écouté, et puis à bientôt.